Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième vidéo du thème 1 du programme de géographie de Terminal Pro, l'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer. On a vu dans la vidéo précédente les changements globaux qui mettent les ressources mondiales sous pression. Et on avait constaté que l'homme pesait sur ces ressources au point de déstabiliser l'équilibre de la planète, ce qui pose bien évidemment un certain nombre de problèmes. Nous voyons justement maintenant, dans un grand 2, habiter la planète dans une logique de développement durable. Autrement dit, comment les modes de vie modernes peuvent-ils ou doivent-ils s'adapter pour inventer une gestion durable des ressources? Petit rappel sur ce que l'on appelle les changements globaux. C'est l'ensemble des modifications en cours que l'on observe sur la planète, comme le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité, l'acidification et l'élévation des océans, l'épuisement des ressources comme la déforestation, la surpêche ou le pétrole, l'augmentation de la population mondiale et l'enjeu de l'occupation des sols. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Face à ces enjeux, quelle perspective s'offre à nous? Ces défis sont la conséquence des choix du modèle de société et des modes de vie qui se sont développés à partir du XIXe siècle. Concrètement, cela revient à interroger les façons de produire, de consommer, de se loger et de se déplacer. Jusqu'à présent, le modèle retenu est celui de la société de consommation. Et on va en parler dans un instant. Ce qui apparaît malheureusement, c'est que ce modèle de consommation n'apporte pas de réponse satisfaisante aux difficultés auxquelles les sociétés humaines vont devoir faire face. Il faut donc orienter les modes de vie vers un modèle intégrant non plus la société de consommation, mais le développement durable. On est bien au cœur de notre problématique. Comment adapter les modes de vie modernes dans la perspective du développement durable? Alors, point de départ, définissons cette alternative, définissons ce fameux développement durable. Il s'agit d'un mode de développement qui s'inscrit dans le long terme pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça a l'air compliqué, mais pas tant que ça en fait. Prenons un exemple. Prenons un grille-pain. Le grille-pain, pour que ça chauffe, utilise un alliage de nickel et de chrome, deux métaux extraits du sol et en quantité limitée sur la planète. Quand vous jetez ce grille-pain à la poubelle, parce qu'il ne marche plus, ces matériaux sont brûlés avec le reste. Mais si on essaie de recycler ces matériaux, alors le nickel et le chrome sont réutilisés. Ils ne sont pas perdus pour la génération suivante. Ils restent dans la boucle de production et évitent d'extraire du sol à nouveau du nickel et du chrome supplémentaires pour produire un nouveau grille-pain. Mais attention, le développement durable, ce n'est pas que le recyclage, c'est plein d'autres choses dont on va parler dans cette vidéo. En tout cas, il y a bien ici une idée générale, c'est de porter un regard d'anticipation sur l'utilisation des ressources pour en avoir un emploi raisonné. Mais d'où vient cette frénésie de consommation? Et pour ça, un petit peu d'histoire, ça ne fait pas de mal. Rappelons que la révolution industrielle du XIXe siècle marque le passage d'une économie fondée traditionnellement sur l'agriculture et l'artisanat à une économie reposant sur la production mécanisée de produits standardisés et commercialisés à grande échelle. Dès lors, on observe la mise en place d'un mode de vie économique et social fondé sur la société de consommation. Acheter, consommer, jeter. Racheter, consommer, jeter, la société de consommation est un système économique et social qui crée et stimule un désir d'achat dans des proportions toujours plus importantes. Les incitations, via les publicités, produisent chez le consommateur une pulsion d'achat inconsciente et excessive. La consommation devient même alors un élément structurant des relations sociales. Consommer n'est plus seulement un moyen de satisfaire des besoins, mais devient un moyen d'exister par rapport aux autres. On devient, au regard du monde, ce que l'on possède et non ce que l'on est véritablement. On voit donc une inversion de valeur. On ne consomme pas pour vivre, on vit pour consommer. Mais, vous pourriez me répondre, consommer, est-ce que cela pose vraiment un problème? Qu'y a-t-il de mal à vouloir posséder ces choses?
Si les ressources sont illimitées et renouvelables, pourquoi pas? Du point de vue philosophique et intellectuel, c'est contestable. Les choses que l'on possède ne finissent-elles pas par nous posséder? Mais les ressources ne sont ni illimitées, ni toutes renouvelables. La Terre est un espace fini qui nous impose des contraintes physiques que nous ne pouvons pas dépasser. Quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y en aura plus. C'est un peu comme les arbres de l'île de Pâques. Renseignez-vous sur la question si vous êtes curieux. Ils ont dû faire sans, comme nous devrons un jour faire, nous, sans pétrole. Le problème de la société de consommation, c'est que c'est d'abord une société de consommation des ressources, parce qu'il faut utiliser beaucoup de ressources pour permettre le niveau de vie des pays développés. L'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez en ce moment est construit avec de l'aluminium qui vient très certainement de Chine, du lithium qui vient sans doute d'Australie, du plastique qui est un dérivé de pétrole dont la moitié de la production est tenue par 5 pays dans le monde. Bref, tout un tas de composants qui demandent beaucoup de ressources. Et c'est pareil pour les voitures, les avions, les vêtements que vous portez ou l'électricité qui apparaît comme par magie quand on appuie sur un bouton. Il faut des métaux, il faut de l'énergie. Et c'est là le problème. Les sociétés développées se sont habituées à un certain confort, à un certain niveau de vie et de loisirs, qu'elles jugent normal, et les individus ont du mal à s'imaginer revenir en arrière. Ce mode de vie est-il compatible avec les changements globaux ? La révolution industrielle et la société de consommation ont permis une amélioration sans précédent du niveau de vie dans l'histoire de l'humanité. Voler dans les airs, communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète par téléphone, avoir de l'eau potable, même chaude si l'on le souhaite en tournant un robinet, manger de la viande tous les jours, voire même manger des fruits et légumes en toute saison venant du bout du monde. Tout cela est devenu réalité grâce et uniquement grâce aux énergies carbonées, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz. Grâce aux énergies carbonées, disais-je, mais aussi à l'exploitation disproportionnée des ressources naturelles. Ce modèle de production et de consommation est déjà aujourd'hui insoutenable pour la planète, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, avec ce que l'on appelle le jour de dépassement, où la Terre vit à crédit. Mais si ce mode de vie devait être élargi à tous les êtres humains, on réalise alors que le modèle s'effondre, car les ressources seraient encore plus insuffisantes. Si on prend l'exemple de la France, il faudrait plus de 2 terres et demie pour fournir les ressources nécessaires pour que les près de 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui aient le même mode de vie qu'en France. Moteur thermique émetteur de CO2, surconsommation de produits jetables, utilisation abusive de plastique qui pollue la nature, gâchis alimentaire, gâchis d'eau potable, culture du recyclage insuffisante, la capacité de charge de la planète est insuffisante. Or, et c'est très grave, les ressources sont déjà tellement entamées qu'il faut rapidement inventer des moyens pour produire, consommer, se loger et se déplacer autrement. Alors évidemment, la société de consommation a certes des avantages. Créatrice d'emplois, créatrice de richesses, elle offre un sentiment de satisfaction lors de l'acte d'achat, même si ce sentiment est temporaire pour le consommateur, jusqu'à ce qu'une nouvelle pulsion d'achat le rattrape. En tout cas, la société de consommation est en réalité un modèle de société qui puise assez égoïstement, sur court terme, dans les réserves de la planète, en dehors de toute rationalité sur long terme. On peut donc se reposer la question, ce mode de vie est-il compatible avec les changements globaux ? Sans doute pas. Alors comment concilier ce mode de vie avec le développement durable ? Le point de départ serait la sobriété énergétique. Il s'agit de comprendre que la consommation excessive de biens pèse sur la planète et qu'on ne peut pas l'élargir de manière illimitée. Alors évidemment, la sobriété énergétique, ça poserait quelques problèmes économiques, mais apporterait un bout de réponse aux problèmes climatiques. Or, on le rappelle, les changements globaux sont des problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus, vont poser à terme des problèmes économiques encore plus graves. Pour cela, il faut un changement des pratiques individuelles, mais pas que. Il faut aussi un changement des pratiques du monde de l'entreprise qui placerait l'environnement au rang de leur priorité. Un des angles peut-être serait l'économie circulaire, c'est-à-dire un système qui rend le plus efficace possible les ressources que l'on utilise. Il s'agit d'avoir l'impact minimal sur l'environnement
et de vérifier que le produit contribue bien au bien-être réel des individus et ne fournit pas un accessoire de plus. Là, on a une utilisation raisonnable et raisonnée des ressources. Si le produit est utilisé jusqu'à son terme, puis qu'il est réparé pour pouvoir allonger sa longévité, et qu'enfin le produit est finalement recyclé pour que ses composants puissent à leur tour être réinvestis dans le cycle de production industrielle, là, on a un modèle industriel qui intègre le développement durable. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Prenons le cas de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est une stratégie industrielle visant à programmer justement une durée de vie limitée à un produit afin d'augmenter la fréquence de son remplacement. Bref, pour que le consommateur achète plus. Ce document nous montre que les produits du quotidien, comme un téléphone portable ou une machine à laver, ont une durée de vie finalement assez courte. Évidemment, cette pratique est consommatrice de ressources. Au lieu de mettre en place une stratégie de production pour faire durer, réparer, puis recycler les produits, au contraire, les industries réduisent d'eux-mêmes la durée de vie de leurs produits pour augmenter la fréquence du remplacement. Il convient donc évidemment de revenir à un modèle industriel moins axé sur le cycle achat, obsolescence programmée, déchetterie, mais plutôt sur un modèle achat, réparation, recyclage. À propos du recyclage, justement, parlons un peu de la gestion des déchets plastiques. Le plastique, rappelons-le, est un produit dérivé du pétrole. Plus de pétrole, plus de plastique. Or, de mauvaises habitudes ont été prises. Les industriels ont mis du plastique partout, car cela coûte moins cher et offre de nombreux avantages, comme par exemple de proposer des produits jetables que le consommateur rachète régulièrement. Problème, cette surproduction de plastique entraîne une surproduction de déchets plastiques. Et tout n'est pas recyclé, au contraire. Ce sont même 90% de la production mondiale de plastique qui n'est pas recyclée. Mais alors, que deviennent ces plastiques ? Une majorité sont brûlés dans des déchetteries. Mais pire, selon la WWF, une ONG de défense de l'environnement, 30% des plastiques produits dans le monde sont jetés dans la nature. Que deviennent-ils alors ? Eh bien, ils se décomposent lentement, très lentement, dans les sols et les océans, polluant par la même occasion toutes les formes de vie. Voyez sur ce document le temps qu'il faut pour que les plastiques se dégradent en mer. Une bouteille en plastique, par exemple, met 450 ans à se dégrader. Et ne vous y trompez pas, cela vous concerne, car vous consommez indirectement, quand je dis consommer, ça veut dire que vous le mangez, indirectement du plastique. Quand vous mangez un poisson, qui lui a mangé des microparticules de plastique. Vous ingérez à votre tour des doses de plastique dans votre organisme, pouvant entraîner une baisse de fertilité, une hausse des risques de cancer et des problèmes respiratoires. L'enjeu est donc bien d'abord industriel, il s'agit de réduire la production de plastique, comme les sacs et les bouteilles. Ensuite, il convient de davantage les recycler. L'enjeu est également citoyen. En arrêtant de jeter dans la nature les déchets plastiques, voyez cet océan de plastique au Honduras, cette plage indonésienne, cette forêt française, ce sont de véritables catastrophes écologiques qui, elles pourraient sembler lointaines sur la planète, mais on sait maintenant que tout est lié et que ce qui se passe à l'autre bout du globe, à un moment donné, a des répercussions là où vous vivez. Changeons de sujet. Voyons maintenant le cas du gâchis alimentaire. Saviez-vous que, d'après la FAO, l'Agence des Nations Unies spécialisée pour l'alimentation et l'agriculture, 1,3 milliard de tonnes d'aliments produits ne sont pas consommés chaque année, soit tout de même un tiers de la production mondiale gâchée, alors qu'il y a 830 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition actuellement. On peut se poser la question, comment est gâchée cette nourriture ? Eh bien, on le voit sur ce document, 4% de la production se perdent dans les champs, 4,5% n'est juste pas conservé lors de la transformation par l'agro-industrie, car les produits ne correspondent pas aux critères d'aspect ou de qualité propre à la vente. 3,3% n'est pas vendu dans le cycle de distribution et termine donc à la poubelle. Et puis 7,3% ne sont pas consommés, que ce soit dans les foyers familiaux ou dans la restauration collective. Et cette nourriture termine elle aussi à la poubelle. Bref,
on a un tiers de la production mondiale alimentaire qui n'est pas consommée. Un tiers. Comment améliorer les pratiques? Au niveau agro-industriel, mieux organiser les récoltes et faciliter la distribution des aliments proches des dates de péremption. Puis au niveau des consommateurs, il faut accepter les imperfections, établir ses menus à l'avance, acheter juste ce qu'il faut, bien conserver les aliments, ajuster les portions et puis bien sûr cuisiner les restes. Autant de pratiques qui, additionnées les unes aux autres, par 8 milliards d'êtres humains, pèsent positivement sur la répartition alimentaire mondiale. L'élevage maintenant. L'enjeu de la production et de la consommation animale. Accrochez-vous. Vous vous en doutez, pour pouvoir manger de la viande, il faut d'abord nourrir l'animal jusqu'à ce qu'il atteigne le volume attendu avant de l'abattre pour le découper et nourrir des hommes. Et cela peut prendre, selon les espèces, plusieurs semaines à plusieurs années. Eh bien, retenez que 70% des terres cultivées produisent de la nourriture, non pas pour les hommes, mais pour nourrir les animaux. 70%. La majorité des forêts transformées en champs sont majoritairement destinées à produire des céréales pour les élevages de bœufs, de cochons, de volailles, de moutons. Et d'ailleurs, au passage, on voit bien ici le lien avec la déforestation. Par exemple, au Brésil, où la forêt amazonienne est mise à terre pour permettre la mise en culture de champs destinés à produire de la nourriture pour les animaux. En tout cas, cela veut dire que sans la consommation de viande, on pourrait nourrir jusqu'à 12 milliards d'humains sans augmenter la déforestation. Ce document nous montre que pour produire 1 kilo de poulet, il faut une surface de 12 mètres carrés de céréales. Je vous laisse, en faisant pause si vous le souhaitez, examiner de plus près les informations qu'il contient. Au passage, rappelons que le bien-être animal dans l'agro-industrie fait partie des enjeux du développement durable. Respecter les conditions de vie et d'abattage de ces animaux d'élevage exige de remettre les bêtes en plein air, sans gavage ni hormones de croissance, et puis plus globalement de prendre en compte la souffrance animale. Donc la question qui se pose est alors, faut-il produire moins de viande pour plus cher, mais de meilleure qualité? Gâchis de l'eau potable, maintenant. Rappelons que seulement 2,5% de l'eau sur la planète est potable. Le reste, c'est de l'eau salée. Dans le monde, 30% des personnes n'ont pas accès à un service d'eau domestique. Donc, pas de douche, pas de toilette, pas d'eau du robinet pour boire. Ils doivent aller chercher de l'eau au puits. Et cela augmente les risques sanitaires. On identifie sur cette carte, produite par le journal Le Monde, que l'Afrique subsaharienne et le sud de l'Asie sont principalement concernés. Or, comme pour la production agricole, il y a un important volume d'eau qui est gaspillé. Voyons cela de plus près. Les pratiques industrielles. Surveiller les industries qui rejettent des eaux polluées directement dans les fleuves est un enjeu de taille. L'industrie textile est particulièrement ciblée. L'agriculture raisonnée doit se généraliser face aux pratiques d'arrosage agricole intensive. Vous voyez par exemple cette exploitation agricole en plein désert de Jordanie au Moyen-Orient qui subit d'importantes pertes en eau liées à l'évaporation. L'irrigation provient d'où? Elle provient des nappes phréatiques, c'est-à-dire des lacs souterrains, mais le prélèvement dépasse la capacité de renouvellement de la nappe souterraine. Un jour viendra où il n'y aura plus d'eau dans la nappe phréatique et cet espace agricole et les gens qui en dépendent devront se déplacer ailleurs pour survivre. Voilà donc typiquement une exploitation non durable. Comparons avec un autre système dit de goutte à goutte et qui apporte aux cultures seulement ce dont elles ont besoin directement aux racines pour limiter l'évaporation. Ainsi, moins d'eau est prélevée et reste disponible pour d'autres cultures. C'est donc là un exemple d'exploitation durable. Au niveau citoyen, eh bien, c'est une série de petits conseils, mais préférez les douches au bain et pas plus de 5 minutes. Fermez les robinets quand vous vous lavez les mains, les dents ou quand vous faites la vaisselle. En fait, dans nos sociétés développées, tout est une question de perception. On ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule. Ça ne paraît pas un luxe tellement c'est normal, banal. C'est alors que peuvent surgir des comportements irrationnels, comme les piscines de rue. Ce sont des centaines de milliers d'eau potable qui vont directement dans les égouts,
alors que 30% de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable. Métaux, alimentation, eau, parlons maintenant de l'exploitation des énergies carbonées, on le rappelle, pétrole, gaz, charbon. Les ressources s'épuisent, il y en a de moins en moins, au point que les experts considèrent que le pic de production a déjà été franchi et que le volume va décroître progressivement, faute de ressources suffisantes. Eh bien, l'extraction de ces énergies fossiles devient de plus en plus coûteuse et polluante, comme en Arctique notamment. Là, c'est une véritable guerre froide autour des réserves de l'océan Arctique pour savoir à qui elles appartiennent. Plusieurs prétendants à cette ressource précieuse se positionnent. Les États-Unis, le Canada, la Russie, la Norvège et le Danemark. Pourtant, les écologistes appellent de leur vœu à laisser ce pétrole au fond de l'océan pour ne pas rajouter du gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Alors que faire? En matière d'énergie, que faire? La solution passe forcément par un mix énergétique, pour au moins une phase de transition, alliant énergie renouvelable, c'est-à-dire éolien, solaire, géothermie par exemple, des énergies carbonées, on le rappelle, pétrole, gaz, charbon, mais aussi des énergies déjà décarbonées dans leur modèle de production. On pense ici à l'énergie nucléaire, dont nous parlons maintenant. L'énergie nucléaire, voilà une énergie propre qui produit de l'électricité sans libérer de gaz à effet de serre comme le CO2. Sachez-le, en France, 76% de la production d'électricité est d'origine nucléaire. Mais cette énergie soulève pourtant plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est une énergie non renouvelable, produite à partir d'un métal, l'uranium, dont la France est dépendante des importations en provenance du Niger et du Canada. Deuxième problème, une fois la production d'électricité réalisée, il faut gérer les déchets radioactifs, particulièrement nocifs pour toute forme du vivant, en cas d'accident, pouvant entraîner des cancers ou des malformations. Or, il faut le savoir, une partie des déchets radioactifs reste un risque pour l'environnement pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Même si, rappelons-le, ces déchets hautement radioactifs, produits par la France en 60 ans de centrales nucléaires, ne prennent pas plus de place qu'un gymnase. Du coup, on peut se poser la question, que fait-on actuellement de ces déchets? Eh bien, pour l'instant, on les enfouit dans le sol, dans des sites ultra sucérisés, comme ici, à La Hague, en Normandie. Enfin, troisième et dernier problème, la sécurité des centrales, les centrales nucléaires en elles-mêmes. Si les agences françaises sont particulièrement précautionneuses, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays du monde qui construisent des centrales. Par ailleurs, il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir des accidents, comme il y en a eu. À Tchernobyl, situé en Ukraine, en 1986, des suites d'erreurs humaines. Mais aussi en 2011, à Fukushima, au Japon, des suites d'un tsunami provoqué par un tremblement de terre. Donc on le comprend. L'énergie nucléaire est en débat, car elle apporte une énergie sans émettre de CO2, donc ne participe pas au réchauffement climatique. Mais les risques en cas d'accident et le problème de la gestion des déchets radioactifs questionnent le bilan que l'on peut en tirer. C'est donc à chacun et à chacune de se renseigner, en variant les sources s'il vous plaît, pour construire en citoyen et citoyenne éclairés votre avis personnel. Finalement, comment économiser de l'énergie? Il y a de nombreuses habitudes à retrouver. Avoir une utilisation raisonnée de l'informatique et de la téléphonie, qui représentera bientôt presque 20% de l'énergie mondiale consommée. Il est plus économe en énergie de favoriser les circuits courts de produits agricoles de saison. Cet aspect est d'ailleurs applicable à l'industrie. Acheter des produits qui n'ont pas traversé des milliers de kilomètres permet de moins émettre de CO2. Développer davantage le transport ferroviaire plutôt que le transport routier permet de limiter l'empreinte carbone également. De même, au niveau des biens de consommation, il est possible d'être moins dépendant des produits à usage unique pour réapprendre à donner une deuxième vie aux produits en les réparant, en les recyclant, en les revendant ou tout simplement en les donnant. Il est également conseillé de ne pas surchauffer les foyers au-delà de 19 degrés. Mettre un pull en laine n'a jamais tué quelqu'un. Il est également efficace, au niveau carbone, de privilégier les mobilités douces, comme la marche à pied, le vélo ou le covoiturage, par exemple. Enfin, et c'est peut-être le plus efficace, manger moins de viande. Alors, on le voit, toutes ces mesures appellent à la sobriété énergétique. Malheureusement, il ne suffira pas de quelques gestes pour sauver la planète.
Il s'agit, je crois que vous l'avez compris, d'un changement de vision et un changement de priorité. Dans quel monde souhaitons-nous vivre et à quel prix pour les générations futures? Pourra-t-on changer de planète? Malgré les rêves de conquête spatiale, nous n'avons qu'une seule Terre. Et pour information, la technologie actuelle permet de rejoindre Proxima b, la planète habitable la plus proche, en plus de 50 000 ans de voyage. Donc vous l'avez compris, en fait, on est coincé sur cette planète. On est coincé sur la Terre comme une île au beau milieu de l'océan Pacifique. Je fais encore référence à l'île de Pâques. D'où l'importance d'en prendre soin et de ne pas rester dans l'histoire aux yeux de nos descendants comme les générations qui ont tout gâché. C'est une fois que cet enjeu est intégré dans le problème que l'on perçoit la nécessité du changement de vision et du changement de priorité. Alors, pour aller plus loin, j'ai un paquet de propositions à vous faire. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez mieux comprendre l'économie circulaire et le gaspillage alimentaire, ces explications de l'ADEME sur YouTube vous éclaireront sur l'insupportable gâchis de nos modes de consommation et vous proposeront des moyens d'y remédier. Mot-clé ADEME, gaspillage alimentaire. Pour faire le point sur l'impact de la viande sur l'environnement, en moins de 4 minutes, cette vidéo proposée par le journal Le Monde vous fera regarder votre assiette avec un autre regard. Mot-clé monde, viande et planète. Pour mieux juger de l'impact des échanges et de l'internationalisation de la production, je vous propose cette vidéo sur la production d'un jean. Vous serez stupéfait par l'impact environnemental de ce vêtement basique. Mot-clé, Jamy Jean. Je vous conseille 2 vidéos issues de l'excellente web-série DataGull produite par France 4. La première sur l'agriculture industrielle qui vous montrera les dysfonctionnements du modèle actuel. Avec les mots-clés, vous la retrouverez, DataGull agriculture industrielle. Seconde vidéo que je vous propose, elle met la focale sur l'eau et vous y découvrirez la rareté de ce bien sans lequel aucune vie n'existe. Mot-clé, DataGull, eau. Si vous voulez y voir plus clair sur les énergies, la chaîne YouTube Coco Geek présente une série de vidéos, un peu enfantine certes dans la présentation, mais tout à fait claire et complète dans le contenu. Je vous suggère donc les mots-clés Coco Geek énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Vous voulez comprendre ce qu'il s'est passé à Tchernobyl en 86? Voici une vidéo proposée par Lumni, une plateforme éducative de l'audiovisuel public français. Elle retrace les causes et les enjeux de cet accident nucléaire sans précédent. Mot-clé Lumni, Tchernobyl, politique. Je vous signale également qu'une excellente série existe sur l'accident de Tchernobyl, mais uniquement accessible en VOD. Attention, pour aller encore plus loin. Le plastique. Je vous ai isolé cet épisode de l'émission Cache Investigation diffusée en 2018 sur France 2 et trouvable sur YouTube au mot-clé Cache Investigation plastique. C'est une enquête de fond dont vous ne sortirez pas indemne. Enfin, pour les plus aventureux d'entre vous, je vous flèche 2 conférences. Alors disons les choses franchement, ces conférences s'adressent davantage à un public de bac général, voire post-bac. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On se fait mal ou on reste tranquillement dans sa zone de confort. La première conférence est donnée par Jean-Marc Jancovici devant les étudiants de la prestigieuse école de Sciences Po Paris en 2019, intitulée CO2 ou PIB, il faut choisir. Il démontre que notre mode de vie basé sur les énergies carbonées va s'effondrer. La deuxième conférence est une visio donnée en 2021 par l'astrophysicien Aurélien Barraud devant les étudiants de la non moins prestigieuse école polytechnique. Il pose la question, face à la catastrophe écologique, ne pas être radical a-t-il encore un sens? Il appelle à recentrer les priorités humaines sur la nature plutôt que sur les préoccupations matérielles, directement ou indirectement polluantes. Alors on se résume. Que faut-il retenir? Vous avez compris que les modes de vie modernes, c'est-à-dire la société de consommation, consomment un volume trop important de ressources naturelles. Il faut alors inventer un modèle de développement durable. Ce modèle met en place une économie circulaire, rejette des pratiques inconciliables comme l'obsolescence programmée, assure une gestion plus efficace des déchets plastiques, lutte contre le gâchis alimentaire et d'eau potable, sensibilise aux enjeux autour de la production et de la consommation de viande, régule l'exploitation des énergies carbonées et propose un débat citoyen en dehors des positions partisanes ou lobbyistes autour de l'énergie nucléaire.
Et bien voilà, avec tout ça, finalement, vous êtes désormais capable de répondre à la problématique: comment les modes de vie modernes peuvent-ils ou doivent-ils s'adapter pour inventer une gestion durable des ressources? Vous savez tout, j'espère que vous avez appris des choses, et on se retrouve pour une troisième vidéo de ce thème. Au revoir à toutes et à tous.